C'est un grand plaisir de vous parler d'un sujet qui m'est à cœur depuis très longtemps et sur lequel, évidemment, j'ai eu l'occasion beaucoup de parler déjà, d'écrire, etc. Donc, mesdames et messieurs, merci en tout cas de m'écouter. Je vais essayer peut-être de ne pas être non plus trop long parce que je sais que les contraintes de cet enregistrement à distance font qu'il peut y avoir une lassitude qui s'installe après un certain temps. Et je voudrais également profiter de vos questions également et essayer d'y répondre autant que possible. Alors d'abord, le terme droits humains me paraît peut-être un peu délicat. Le terme de droit de l'homme est évidemment aujourd'hui réfuté parce que, évidemment, le fait de mentionner l'homme sans mentionner la femme et l'enfant pose un vrai problème. Je proposerai pour ma part la définition suivante ou plutôt l'appellation suivante, droit des êtres humains. Pourquoi pas droits humains? Parce que ce ne sont pas des droits qui sont humains en tant que tels, ça c'est une traduction de l'anglais, mais ce sont bien des droits des êtres humains, des personnes évidemment qui composent notre monde sous toutes les latitudes, des hommes, des femmes et des enfants. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ces droits des êtres humains? C'est d'abord la liberté fondamentale, hein, parce que droit est associé à liberté, liberté fondamentale de vivre en paix, de vivre sans crainte d'être poursuivi par un régime en raison de ses opinions, de ses croyances, de ses prises de position politiques, sociales ou religieuses. C'est le droit de ne pas être persécuté. C'est le droit, évidemment, de participer à la construction de la société et du monde politique. C'est l'usage de la démocratie. Et c'est au-delà de tout cela, j'y reviendrai certainement, aussi un état d'esprit. Je crois qu'évidemment, nous pouvons déplorer les violations de ces droits des êtres humains par un très grand nombre de régimes. Je vais évidemment là aussi m'y étendre quelque peu, mais je crois que c'est aussi un état d'esprit qui est très important, c'est-à-dire qu'il nous oblige, je crois que les droits des êtres humains ne sont pas totalement respectés si nous n'avons pas fondamentalement en nous la conscience de ce qu'ils valent, de ce qu'ils importent, de ce qu'une société libre, de ce qu'une société digne ne peut pas vivre sans que ces droits soient respectés. Et je dois dire que ces droits des êtres humains, c'est aussi dans notre conscience que nous devons les concevoir, que nous devons les protéger et que nous devons les défendre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors, évidemment, en termes de violation de ces droits, on peut d'abord parler des crimes contre l'humanité, ces crimes contre l'humanité que l'on voit se répandre, non point qu'il n'ait d'ailleurs totalement disparu après la Seconde Guerre mondiale, mais on les voit se répandre dans des proportions absolument catastrophiques en Syrie, où 1 million de personnes ont été tuées, essentiellement par le régime Assad, avec le soutien de Poutine et de l'Iran. On le voit ces jours-ci encore en Birmanie, avec une répression sans nom. On l'a vu au Soudan. On le voit également dans beaucoup d'autres pays, la Chine notamment, avec les camps de concentration pour les Ouïghours, qui sont persécutés uniquement en raison de leur religion. Donc on assiste, et vous avez de nombreux rapports internationaux qui l'attestent, nous avons un très grand nombre de pays qui aujourd'hui ne sont plus respectueux de ces droits fondamentaux. Quand vous lisez les rapports, par exemple, de Freedom House ou les rapports de Reporters sans frontières, vous voyez combien ces droits sont violés. Ils sont violés dans des proportions évidemment massives. Je parlais de ces crimes contre l'humanité. Je pourrais également parler des crimes de guerre. Dans certains cas, on a beaucoup parlé du Rwanda ces derniers temps, du crime de génocide. Ce sont des crimes qui sont définis d'ailleurs par la loi internationale, par le droit international, comme étant des crimes imprescriptibles, c'est-à-dire des crimes qui sont parmi les plus graves. Mais il y a également, dans ces violations des droits des êtres humains, autre chose. Il y a évidemment aussi l'ensemble des persécutions contre les journalistes, contre les opposants politiques. On le voit là aussi bien en Russie, en Chine qu'en Turquie, dans de nombreux pays de l'Asie centrale notamment. Je crois que ce sont aussi ces droits qui sont profondément violés lorsque des journalistes sont emprisonnés, des dissidents sont emprisonnés,
lorsque également un certain nombre de militants, par exemple de la cause, ce qu'on appelle LGBT, c'est-à-dire homosexuels, trans et bi, sont emprisonnés uniquement en raison de leur orientation sexuelle. C'est vrai en Égypte, c'est vrai dans un très grand nombre d'autres pays. Je crois qu'on peut malheureusement faire une sorte de descriptif, et je ne le ferai pas aujourd'hui entièrement devant vous, descriptif de ces violations intenses de ces droits dans l'ensemble de ces pays, qui sont non seulement des dictatures, je préfère le terme dictature d'ailleurs à régime autoritaire, hein, il ne s'agit pas d'une autorité à proprement parler, dans ces dictatures qui sont en général aussi des régimes criminels. Il faut rappeler que ces violations les plus graves, encore une fois, entraînent la mort volontaire par ces régimes d'un très grand nombre de personnes, la torture également. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore 130 000 prisonniers dans les geôles d'Assad, par exemple. Donc, je crois qu'il faut vraiment d'abord rappeler qu'il y a ces violations les plus graves parce que, malgré tout, il faudra toujours introduire aussi, sans justifier aucune de ces violations, des questions quand même de degré. Je crois qu'il faut aussi dire que les violations de ces droits sont aussi autorisées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont permises dans le cadre de ces régimes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'institutions libres, parce que ce qu'on appelle en anglais le rule of law, c'est-à-dire la règle de droit fondamental, ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'indépendance de la justice, vous n'avez pas de pluralisme politique, vous n'avez pas de contrôle par des autorités indépendantes des actes des gouvernements. Et donc, on a aussi, derrière ces violations des droits fondamentaux, nous avons des institutions qui sont totalement faillies, c'est-à-dire qui sont totalement inexistantes de fait dans la plupart des pays. Et donc, vous avez ce que Montesquieu, d'ailleurs, définissait déjà quand il parlait de tyrannie. Vous avez des régimes tyranniques, et vous vous rappelez peut-être que Montesquieu définissait la tyrannie en disant dans une tyrannie, effectivement, on ne monte pas sur l'arbre pour cueillir le fruit, mais on abat l'arbre. Et effectivement, ce sont des abattages de personnes, cette fois-ci, dont il est question dans la plupart de ces régimes. Je parlais d'institutions pour dire que même lorsqu'on n'est pas dans des régimes aussi abominables que ces dictatures ou ces régimes criminels que j'ai mentionnés, la Chine, la Russie ou quelques autres, ou la Birmanie, etc., on a aussi, et malheureusement même au sein de l'Europe, un certain nombre de régimes qui ne respectent pas ces droits fondamentaux. Si on prend aujourd'hui l'exemple de la Hongrie, par exemple, l'exemple de la Hongrie est très frappant, où l'on voit des assauts menés contre les universités parce qu'elles sont libres et parce qu'elles peuvent dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à ce que le régime d'Orban veut promouvoir. Vous avez également un pluralisme de la presse qui est fortement menacé. Et vous savez qu'en Europe, au cours des 3 ou 4 dernières années, vous avez eu, encore il y a une semaine en Grèce, un journaliste qui a été abattu. Vous en avez eu également récemment à Malte, il y a à peu près 2 ans. Vous en avez eu en Slovaquie. Et donc, ce sont aussi des régimes qui peuvent avoir pour une partie des liens, alors je ne parle pas de la Grèce, mais enfin en tout cas où peuvent exister à un certain moment des liens entre une partie de la classe politique, pas nécessairement le gouvernement, toujours, parfois le gouvernement, des liens entre évidemment ces groupes et le crime organisé. C'est d'ailleurs ce qui est très frappant aussi quand on regarde par exemple ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Il y a un excellent livre que je saurais trop vous recommander, hein, qui est le livre de Catherine Belton, qui s'appelle Putin's People, qui décrit le lien, bien avant d'ailleurs la prise de pouvoir par Poutine en 2000, le lien entre ce régime et entre les services secrets et le crime organisé. Ça, c'est aussi quelque chose qui montre la faillite de l'État et qui montre combien vous avez derrière ces violations des droits humains un lien entre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle parfois d'ailleurs un État mafia et évidemment ces violations fondamentales. Et je crois qu'il faut vraiment beaucoup insister sur ce facteur-là et sur un autre. L'autre, c'est celui que j'entendais d'ailleurs tout au début. Vous avez aussi un lien entre, de manière évidente, un régime qui respecte les droits des êtres humains et la démocratie.
Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, ce n'est pas seulement, bien sûr, le vote, ce n'est pas seulement le droit de vote, ce n'est pas seulement l'existence de partis politiques, mais c'est quelque chose aussi comme un esprit public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, et c'était une réflexion que Platon, d'une certaine manière, avait aussi déjà, lorsqu'il faisait toute sa théorie, je ne vais pas y revenir maintenant, sur la dégénérescence de régime, que Tocqueville, évidemment, a fortement, je dirais, proposé, sur laquelle il a insisté, notamment dans la démocratie en Amérique, c'est que vous avez un lien entre la force de la démocratie et l'esprit public de ces démocraties. C'est-à-dire que si les citoyens eux-mêmes n'ont pas intériorisé la conscience de ce que valent ces droits fondamentaux et qu'ils ne sont pas, et c'est pour ça que je voudrais quand même revenir quelques instants encore sur la Syrie, parce qu'à mon avis c'est un phénomène exemplaire, et qu'ils n'ont pas conscience, qu'ils ne sont pas alarmés, qu'ils ne protestent pas quand vous avez des violations massives de ces droits humains par des crimes contre l'humanité, eh bien, est-ce que véritablement notre esprit démocratique est vigilant? Et est-ce que personne, aucun État n'est complètement indemne, possiblement indemne? Est-ce que quand vous avez une absence de conscience, d'alerte devant ces crimes contre l'humanité, est-ce que ça ne dit pas beaucoup aussi sur la faillite de notre esprit public et notre faiblesse? Et quand je disais qu'aucun régime n'est véritablement indemne, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement avoir dans une démocratie comme la France un gouvernement un jour qui arrive légalement par des élections et qui serait totalement, par sa philosophie, opposé à ses droits fondamentaux et aux règles démocratiques fondamentales. Donc la Syrie, donc, je disais, c'est quand même la pire catastrophe en termes de crimes contre l'humanité du XXIe siècle. 1 million de morts essentiellement par le régime Assad et ses alliés russes et iraniens. Vous avez eu devant nos yeux, en direct, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, parfois même quand même un peu, trop peu, à la télévision, vous pouvez le lire dans la presse. Sous nos yeux, vous avez eu des enfants qui ont été assassinés, des civils qui ont été assassinés par les frappes du régime Assad et par les forces russes. Sous nos yeux, vous voyez leurs corps déchiquetés, vous les voyez sans vie, vous les voyez démembrés. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que vous avez eu quelque chose comme une indignation? Est-ce que vous avez eu des centaines de milliers de personnes dans la rue? Est-ce que vous avez eu des gouvernements occidentaux, donc démocratiques, donc libres et respectant eux-mêmes d'ailleurs ces droits des êtres humains fondamentaux, dire quelque chose, souhaiter intervenir au-delà seulement des paroles vaines que l'on entend dans les cercles diplomatiques? Vous savez, nous sommes préoccupés, très préoccupés, fortement préoccupés, en anglais deeply concerned, etc. Vous n'avez quasiment rien eu. Et après, on peut avoir des dirigeants occidentaux qui vont serrer la main, faire un grand sourire à tel ou tel dirigeant, notamment russe, qui a de fait commis ces crimes de guerre qui sont passibles de la Cour pénale internationale à La Haye. Je crois que ceci doit aussi nous alerter sur notre conscience démocratique, sur notre vigilance. Parce que si ces droits des êtres humains ne valent rien pour nous, qu'est-ce que cela veut dire sur notre conscience? Qu'est-ce que cela veut dire sur notre âme, que nous soyons croyants ou pas croyants? Et vous savez, à ce propos, vous avez eu deux hautes autorités religieuses d'Israël. L'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Merlau, l'ancien grand rabbin séfarade, Yitzhak Yosef, qui ont parlé pour décrire ces crimes en Syrie, l'un de petit holocauste et l'autre de Shoah. Dans la parole, évidemment, de ces hautes autorités juives, employer ces termes qui touchent au sacré pour ces crimes qui ont été commis, cela signifie quelque chose. Et donc, je crois qu'il y a derrière une interrogation fondamentale sur véritablement notre conscience, notre perception, ou au contraire, notre indifférence, notre distraction, voire d'une certaine manière peut-être ce que Marx appelait notre aliénation
aliénation au sens allemand, Entfremdung, c'est-à-dire l'aliénation par rapport à la réalité du monde et par rapport aux valeurs et aux principes que nous défendons. Je crois que nous devons vraiment avoir cette idée sans arrêt et que nous ne pouvons pas détourner le regard. Vous avez montré tout à l'heure à l'écran, merci, cette page de couverture de Libération avec les enfants d'Assad, ces enfants gazés. Et on pourrait montrer malheureusement des milliers de photos. Il y a celle que César avait réussi à sortir des prisons d'Assad, ces corps torturés, mutilés. C'est quelque chose, je pense, dont nous ne pouvons pas, encore une fois, ne pas avoir honte. Nous ne pouvons pas ne pas avoir honte de n'avoir rien fait, de n'être pas intervenu. Vous savez, il y avait eu cette fameuse phrase après la Shoah, plus jamais ça. Mais qu'est-ce que vaut ce plus jamais ça quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Bosnie, ce qui se passe en Syrie toujours, aujourd'hui, ce qui se passe maintenant en Birmanie. Et l'ONU, d'ailleurs, récemment, disait que finalement, ce qui se passait, cette répression sanglante en Birmanie, rappelait étrangement et de manière terrible ce qui s'était passé également en Syrie, où une révolution pacifique sans armes a été matée dans la plus grande violence. Donc je pense qu'il faut aussi, bien sûr, introduire une question de degré, non pas, bien sûr, pour se retenir de toute critique sur ce que les démocraties peuvent faire. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, qui doivent nous alerter. Je ne dirais pas, loin s'en faut, que nous sommes parfaits en matière de défense des droits des êtres humains, et nous devons le dénoncer. Mais s'il vous plaît, ne mélangeons pas, ne mélangeons jamais, on l'entend trop souvent sur les réseaux sociaux, la démocratie et, bien sûr, la dictature. Ne faisons pas d'équivalence. Ne faisons pas d'équivalence entre des partis politiques, notamment bien sûr d'extrême droite, et des partis politiques démocratiques, quels qu'ils soient, que nous les aimions ou que nous ne les aimions pas, que nous apprécions ou non leurs leaders. Il n'y a pas de possibilité de comparaison. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument rappeler. Donc, si on prend l'image globale du monde, vous avez donc ce recul des démocraties, ces menaces pour la presse, qui sont aussi liées à un autre phénomène qui, pour moi, participe de cette violation des droits des êtres humains, en est en quelque sorte le signe et en montre, j'insiste sur ce terme, le caractère assez systémique. C'est le phénomène de corruption. Je parlais tout à l'heure de crime organisé, mais il faut voir que tous ces régimes qui pratiquent ces violations absolument terribles, eh bien, tous ces régimes, ce sont aussi des régimes qui sont profondément corrompus. Ce sont des régimes où l'évasion fiscale, l'évasion des capitaux est quelque chose de totalement commun. Ce sont des régimes aussi, et je crois que dans nos démocraties, nous devons être particulièrement alertés, qui ont la capacité de corrompre un certain nombre de personnes pour qu'elles minimisent les crimes. Et vous avez parfois, je pense à tel article, tel entretien, en début 2017, dans un grand quotidien du soir, avec un ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait mais il faut peut-être prendre nos pertes sur la Syrie, ou plutôt il disait exactement sur le dossier syrien et sur la Crimée. Prendre nos pertes quand il s'agit de violations terribles. Qu'est-ce que cela veut dire sur la conscience, encore une fois, de ce responsable qui se prétend, j'y reviendrai, réaliste? Que veut dire le réalisme quand on n'est pas capable de répondre à des menaces, qui sont des menaces aussi graves? Et je crois que ce sont vraiment ces questions-là que nous devons véritablement poser. Donc il y a quelque chose de systémique, je crois, dans ces violations, avec derrière, soyons parfaitement clairs, une idéologie.
idéologie qui est aujourd'hui partagée par deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la Russie. Nous avons en quelque sorte, et je crois que nous devons vraiment être alertés là-dessus, une sorte de guerre de principe. Quand vous avez ces deux de ces États qui, par 16 vétos successifs, violent toute enquête internationale sérieuse, toute condamnation des crimes contre l'humanité qui ont été commis, en l'occurrence en Syrie, et qui essayent de banaliser en quelque sorte ces crimes, qui disent à l'Occident, mais finalement, vous êtes lâches. D'ailleurs, ça se voit, et d'une certaine manière, nous sommes lâches. Vous avez ces violations et vous ne faites rien. Et qui essayent de montrer que finalement, tous ces principes qui sont issus de la Charte des Nations Unies et qui ont été édictés précisément après la Seconde Guerre mondiale, en raison des crimes sans nom qui ont été commis avec la Shoah, eh bien, vous voyez ce qu'il y a derrière et qui est corroboré aussi par un grand nombre de textes, de documents, de déclarations tout à fait, je dirais, officielles. La guerre qui nous est menée, en quelque sorte, c'est aussi non seulement une guerre physique dans certains cas, mais une guerre idéologique. Ce sont les principes du monde libre, ce sont les principes libéraux, au sens politique du terme, qui sont en quelque sorte bafoués, au nom, soi-disant, de valeurs conservatrices, traditionnelles, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des valeurs traditionnelles qui s'opposeraient à ces violations massives des droits de l'homme? Donc vous avez, je pense, derrière, tout un discours qui vise à rendre ces principes mêmes dont je parlais évidemment et qui font l'objet de cette conférence, de les rendre en quelque sorte caduques. Et je crois que nous devons, je pourrais évidemment, s'il y a des questions là-dessus, répondre en vous donnant un certain nombre d'exemples de ces textes ou de ces discours. Nous avons véritablement une offensive idéologique qui vise à rendre en quelque sorte, à renforcer en quelque sorte cette indifférence. Et quand vous avez chez nous, en Occident, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, etc., un certain nombre de personnes, non pas qui poussent en quelque sorte nécessairement ces valeurs contraires, mais qui disent c'est la nature des choses, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ces gouvernements, de toute manière, agissent finalement uniquement en fonction de leurs intérêts. Vous voyez à quel assaut, en quelque sorte, contre nos principes, nous sommes véritablement soumis. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment bien analyser avec, je pense, deux autres points qui me paraissent aussi essentiels à rappeler. Premièrement, d'abord, vous avez, en tout cas pour les grandes puissances qui ont les moyens, en quelque sorte, de leurs méfaits, vous avez un lien très fort entre la répression sur le plan intérieur et l'agression sur le plan extérieur. Quand vous voyez combien les manifestants pour la liberté à Hong Kong, par exemple, sont réprimés, euh, ça en dit beaucoup sur l'attitude extrêmement agressive de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Quand on enferme des Ouïghours dans des camps et qu'on pratique sur les femmes des stérilisations forcées, eh bien, on se dit que un tel régime est prêt aussi à tout sur le plan extérieur. Quand vous voyez qu'en Russie, plus de 300 journalistes défenseurs des droits humains ont été assassinés, que vous avez aussi un certain nombre d'opposants qui ont d'ailleurs été assassinés ou ont fait l'objet de tentatives d'assassinat sur le sol européen. Comment aussi s'étonner évidemment de la politique agressive avec des violations des droits humains, d'abord dans la seconde guerre de Tchétchénie en 2000, qui aurait dû nous alerter, et André Glucksmann d'ailleurs était un des rares à le faire, je tiens à lui rendre cet hommage posthume. En Géorgie, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit dans un arrêt récemment, en Ukraine et encore une fois, surtout en Syrie. Je pense que vous avez un lien extrêmement fort, il faut rappeler, entre l'interne et l'externe. Maintenant, il y a aussi une deuxième réflexion.
Parce que je disais que l'un des risques aussi pour les démocraties, c'est qu'on en arrive à une forme de légitimation de ces violations des droits des êtres humains. C'est quelque chose qui est un discours qu'on a entendu depuis très longtemps. Il y avait un livre, certains ou certaines d'entre vous se rappellent peut-être ce livre, qui était un livre d'Alain Peyrefitte, vous savez, ancien ministre de la Justice, à l'époque du président Giscard d'Estaing, même avant d'ailleurs, il avait été ministre à l'époque du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Donc il a écrit un livre à l'époque assez fameux qui s'appelait Quand la Chine s'éveillera, reprenant une phrase de Napoléon. Et il dit finalement, ce régime, la Chine, ne sera jamais capable, parce que ce n'est pas un pays occidental, de respecter les droits de l'homme. Ce n'est pas dans la nature, ce n'est pas dans la nature, ni dans la culture du peuple chinois. Donc vous avez ce genre de discours naturaliste, culturaliste d'ailleurs, c'est un peu des deux. Vous avez entendu le même type de propos récemment, au cours des dernières ou des 20 dernières années, à propos de la Russie. La Russie, après tout, ils n'ont jamais connu que la dictature, que ce soit sous les tsars, que ce soit évidemment pendant le régime communiste. Donc c'est un pays qui n'est pas propre, qui n'est pas prêt, en tout cas pour la démocratie. Et puis on l'a entendu, là aussi, à propos des pays arabes, on dit mais finalement les Arabes, vous voyez déjà l'appellation, après tout, ils ne sont pas mûrs, eux non plus, pour la démocratie. Tout ceci a d'ailleurs été théorisé par un certain nombre de personnes, par un dirigeant singapourien, fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, et par un ancien Premier ministre de Malaisie, Mahathir, qui disait finalement il y a des valeurs asiatiques et puis il y a les valeurs occidentales. Donc s'il vous plaît, n'interférez pas. Et, détail amusant, si j'ose dire, vous avez un proche de Vladimir Poutine, Yakounine, qui a créé un institut qui vise en fait à faire de la propagande, évidemment pour le régime, qui s'appelle l'Institut pour le dialogue des civilisations. Alors on se dit, dialogue des civilisations, c'est une super idée, bien sûr, il faut dialoguer. Discuter le concerne évidemment de civilisation. Mais le dialogue, c'est bien. On est tous, je dirais, très favorables au dialogue. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons ici, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'idée de relativiser, de dire, vous voyez, vous avez les valeurs occidentales d'un côté, et puis vous avez d'autres types de valeurs. Il faut dialoguer. Mais en gros, laisser, c'était aussi une expression de Gluckman, finalement, il faut opposer au droit des peuples le droit des dictateurs d'opprimer leur peuple. Et je crois que cette idée, on peut la contester sur le plan philosophique, bien sûr. Je suis le premier à le faire, au nom précisément d'un universalisme. Mais je pense qu'il faut, au-delà même de la philosophie, le contester en raison de l'observation des faits. C'est ce que j'ai pu un jour appeler un universalisme pratique, concret, observé. C'est-à-dire que vous avez des personnes sous toutes les latitudes qui défendent ces valeurs fondamentales liées aux droits des êtres humains. Vous en avez en Chine, vous avez les dissidents chinois. Vous avez eu, à l'époque soviétique, et aujourd'hui, des dissidents russes. Pendant les printemps arabes, dans tous les pays, vous avez eu des hommes et des femmes qui se sont levés pour défendre les libertés fondamentales et les droits des êtres humains fondamentaux. Et ces personnes, et oui, ces personnes, elles n'étaient pas occidentales. Alors on dit oui, mais elles ont été influencées par la propagande, entre guillemets, occidentale. Non, la plupart de ces personnes n'avaient pas lu Locke, elles n'avaient pas lu Montesquieu, elles n'avaient pas lu Tocqueville, elles ne connaissaient rien au Bill of Rights britannique, ni à la Déclaration des droits de l'homme française, ni à la Déclaration des droits américaine, etc. Ils n'y connaissaient rien. C'est parce que tout simplement, dans leur fond de leur conscience, parce que ce sont des êtres humains, et même s'ils étaient, pour certains d'entre eux, complètement illettrés, ils avaient cette conscience
qu'il fallait les défendre. C'est un peu d'une certaine manière comme certains de ces justes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des pays européens, en France notamment, ont sauvé des juifs. Ils n'étaient pas juifs, mais ils ont sauvé des juifs. Un certain nombre de ces personnes n'étaient pas des personnes cultivées, ce n'étaient pas des gens qui avaient lu des livres de philosophie, mais tout simplement parce qu'elles savaient, dans le fort de leur conscience intérieure, qu'il fallait sauver, qu'il fallait protéger, qu'il fallait défendre, qu'il fallait soutirer des personnes, dont des enfants, à une mort certaine. Et donc, je crois que nous devons, et ça, ça me paraît fondamental, dire de manière très claire que ce naturalisme ou ce culturalisme ne peuvent pas exister, que l'universalisme, il est absolument concret. Et vous avez dans les pays arabes, vous avez dans les pays africains un certain nombre de gens qui militent aussi pour les droits des homosexuels, par exemple. Je dis non, ce n'est pas dans la culture arabe ou africaine. Non, si, parce qu'il n'y a pas de culture préétablie. Et il n'y a pas de déterminisme culturel, social ou géographique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important à l'heure où on parle de globalisation, de mondialisation. Je voudrais que l'on prête davantage attention à l'universalisme des consciences. Et ils ne viennent pas des réseaux sociaux, ils ne viennent pas de quelque chose, je dirais, qui serait fabriqué, comme le disent ces régimes, par une forme de discours invasif, un impérialisme de l'Occident. Ils viennent d'eux-mêmes. Et si nous devons défendre ces personnes, et si nous devons soutenir, je vais employer un terme très contesté, le changement de régime, oui, le changement de régime lorsqu'il s'agit de dictature. Je ne dis pas que nous devons nécessairement le provoquer, envoyer des troupes armées pour le faire, mais nous devons nécessairement, j'y reviendrai dans mes propositions, je crois, défendre véritablement et soutenir les gens qui, chez eux, luttent pour un tel changement. Parce que tout simplement, ce sont nos valeurs et ce sont des valeurs que ces personnes partagent. Donc, d'une certaine manière, vous avez les droits des êtres humains sans frontières. C'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Et je crois qu'au sein de l'Europe en particulier, parce que précisément, nous portons ces valeurs en bandoulière, pour nous, ce sont des principes auxquels nous croyons, auxquels nous tenons, nous devons, d'une certaine manière, mener ce combat, être très ferme. Et je crois que c'est aussi, bien sûr, le rôle des gouvernements européens d'alerter là-dessus, de dire les choses et surtout de ne pas avoir, en quelque sorte, une attitude qui vise à, comme on dit, saucissonner les sujets. Quand vous avez, par exemple, un certain nombre de dirigeants occidentaux, ça peut être allemands, français ou autres, qui disent, bon, voyons, avec la Chine ou avec la Russie, nous avons des accords commerciaux, nous pouvons leur acheter du gaz pour les Russes, nous pouvons leur acheter du textile. Bon, c'est fabriqué peut-être par des esclaves dans le Xinjiang, par les Ouïghours, mais ce n'est pas grave. Après tout, il faut bien que le commerce vive. Et qu'en même temps, vous avez un discours musclé sur les droits de l'homme. Quelle est notre cohérence? Comment est-ce que nous pouvons sérieusement résister à l'emprise de l'invasion du discours hostile? Comment est-ce que nous pouvons avoir ce double standard? Comment est-ce que nous pouvons dire on va parler changement climatique ou santé, vaccin, etc. avec tel ou tel de ces pays et puis de l'autre côté tenir un discours en disant c'est pas bien ce qu'ils font? Quelle est notre crédibilité? Est-ce qu'on peut faire un grand sourire à M. Poutine ou à M. Xi, lui taper sur l'épaule, se réjouir avec lui à une Coupe du Monde quelconque, le sport amusant, Panem et Circenses, mais et fermer les yeux sur ces crimes de guerre? Vous voyez combien tout ceci est profondément dérangeant, combien cela crée également un trouble, je crois, extrêmement fort dans l'opinion publique, qui de ce fait risque de ne plus rien comprendre, de ne plus rien entendre à ce qui se fait dans le monde. Je crois que vraiment nous devons réfléchir à cela et on le voit avec des exemples concrets. Vous savez, avec le fameux oléoduc Nord Stream 2 qui a été poussé par
M. Schröder, quand il était chancelier, accepté par Mme Merkel, à laquelle je rends volontiers hommage pour le Wir schaffen das, quand elle a décidé, c'était un acte courageux, d'accueillir des réfugiés syriens à 1 million en Allemagne. Acte remarquable, courageux. Et je regrette que nous n'en ayons pas fait autant. Mais qui, pour ce pipeline, a dit finalement on peut accepter des négociations avec un État criminel et accepter que le patron de ce consortium soit un ancien agent de la Stasi. C'est quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas aujourd'hui, alors que vous avez ces crimes de guerre, vous avez Navalny qui est en train de mourir volontairement en prison, volontairement en raison évidemment par les autorités russes, et puis on va quand même continuer tout cela. Je pense que ça pose un vrai problème, comme on dit parfois, de lisibilité, mais tout simplement de crédibilité. Et bien sûr, tout ceci est exploité par cette propagande étrangère qui se moque de nous ridiculise et finalement se dit finalement nous avions raison, vous êtes bien lâches. Je crois que ce sont ces réflexions qu'il faut évidemment avoir. Et qu'il faut avoir aussi dans le cadre peut-être d'un autre type de réflexion, alors qui est peut-être plus technique, sur ce qu'on appelle dans le jargon l'analyse de risque politique. Parce qu'il faut voir aussi que ces pays sont soumis à des risques très forts. Moi, je me rappellerai toujours, en 2005, d'un pays, la Russie, je discutais avec un ami qui dirigeait une grande banque là-bas, et il me faisait part de ses plans extraordinaires, vous voyez, d'investissement, on va avoir une classe moyenne, on va leur vendre des crédits pour acheter des frigos, des voitures, tout ce que vous voulez, etc. Bon, je lui ai dit non, tu ne vas pas y arriver. Quand il est parti, effectivement, il n'y est pas arrivé, tout simplement parce que quand vous avez un état de corruption où les contrats ne valent rien, quand vous avez évidemment des investisseurs qui se retirent parce qu'ils mesurent eux-mêmes le risque, que vous avez des aventures extérieures, je pourrais multiplier d'autres types d'exemples, je l'ai dit une fois, un investisseur pour Hong Kong, eh bien, je pense que vous mesurez mal, vous appréciez mal, finalement, la solidité aussi de vos investissements. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est, je pense que c'est une bonne évolution, très présent aussi avec un certain nombre d'entreprises, avec ce qu'on appelle parfois la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui comporte également évidemment cet aspect de droit des êtres humains fondamental. Aujourd'hui, quand vous avez ces entreprises de vêtements, notamment de textiles, qui exploitent, qui contribuent à l'exploitation par la Chine de ces esclaves dans le Xinjiang, eh bien, si on mène une campagne, et on la mène, et c'est très bien, en disant, mais écoutez, n'achetez plus les vêtements de la marque X, Y et Z, eh bien, c'est un vrai risque pour ces entreprises. Et donc, je pense que là aussi, nous devons effectivement être cohérents et que vous avez peut-être, c'est peut-être une des bonnes nouvelles aussi, quand même, de la mondialisation. Il y en a beaucoup d'autres, hein, malgré tout. C'est pour ça que je suis très favorable à la mondialisation, même si je pense qu'il faut la réguler, la contrôler, tout ce que vous voulez. Mais c'est que vous avez quand même une sorte de conscience mondiale qui s'institue. Et je pense que les violations des droits des êtres humains font partie, malgré tout, de cette conscience, et je crois que c'est, d'une certaine manière, une excellente chose. Et pour les dirigeants, ça suppose aussi d'avoir un peu de courage. Ça suppose d'abord d'appeler un chat un chat. N'ayons pas peur des mots, arrêtons avec la langue molle ou la langue en coton de la diplomatie, ou langue en coton et langue de bois, c'est à peu près la même chose d'ailleurs. Hein. Je veux dire, appelons un chat un chat. Vous avez une cour pénale internationale instituée pour juger les crimes imprescriptibles de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Eh bien, donnons-les, dénoncez-les. Disons à cette cour qu'elle doit pouvoir juger, même si derrière vous avez des procédures extraordinairement contraignantes qui font que ce n'est pas si facile. Mais je pense que la première étape, bien sûr, de la part des dirigeants occidentaux, c'est de nommer les choses. Et moi, je suis très heureux, par exemple, que les deux secrétaires d'État successifs américains, Mike Pompeo, quoi que j'en pense par ailleurs, et Anthony Blinken, pour qui j'ai beaucoup d'estime, aient parlé de génocide dans le Xinjiang. Et je pense que les autorités européennes, et notamment françaises, doivent nommer ces crimes de génocide.
de même qu'elle doit parler des crimes de guerre de la Russie, et bien sûr de une série d'autres États également. Alors, maintenant, que faire? Que faire? Quelles sont les pistes d'action? Alors, il y en a évidemment un certain nombre, je pense, sur lesquelles je pense qu'il faut essayer d'insister. La première chose, je pense que c'est ce qu'on appelle régulièrement l'assistance à la démocratie. C'est-à-dire que les États occidentaux doivent d'abord aider concrètement, matériellement, financièrement, bien sûr, les dissidents, les sociétés civiles, les médias libres, les syndicats qui luttent contre les dictatures. Ça se fait déjà un peu de la part d'un certain nombre de pays, mais ça se fait aujourd'hui beaucoup trop peu. Je vais vous donner un simple exemple. J'étais très heureux que le président de la République rencontra Svetlana Tsikhanovskaya, qui est la présidente élue de fait au Bélarus, dans l'opposition, en exil de fait aujourd'hui en Lituanie, et lui a apporté tout son soutien, et la France comme l'Union européenne, et c'était très bien. On dit qu'il ne reconnaissait pas le dictateur criminel Loukachenko, et ça s'est arrêté là. Alors que d'autres pays européens ont donné vraiment de l'argent pour aider cette société civile, aider les médias, aider l'opposition. Nous n'avons rien fait. Vous avez eu des universités dans certains pays, en Lituanie ou en Pologne, quoi qu'on pense du régime polonais par ailleurs, qui ont accueilli des étudiants du Bélarus. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas accueilli les réfugiés politiques de ce pays. Donc, je veux dire, nous avons beaucoup à faire dans cette assistance concrète pour la démocratie. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps en termes de méthode, en termes d'action concrète, si vous le souhaitez, mais je pense que c'est très important. Deuxièmement, vous avez eu, j'ai consacré il y a quelques jours un long papier, cette proposition qui avait été faite avant qu'il ne soit élu président par Joe Biden, d'alliance des démocraties, ou parfois appelée aussi alliance pour la démocratie, idée également fortement soutenue par Anthony Blinken et par le conseiller national de la sécurité américain, Jake Sullivan. C'était une excellente idée. C'est de dire, non pas seulement il faut se réconforter entre soi, se complaire, dire nous on est très bon, on est joli, on est gentil. Non, c'est pas ça. C'est dire qu'aujourd'hui, dans cet état de confrontation globale, eh bien, il faut définir un programme d'action entre démocraties pour limiter l'emprise de ces régimes, aider les populations qui souffrent, intervenir quand c'est nécessaire. Et je crois qu'en Syrie, c'est probablement le seul exemple où une intervention est véritablement nécessaire. Je pourrais expliquer tout cela. Eh bien, je pense que nous pouvons agir ensemble, définir un certain nombre de règles. D'abord, dire les choses, c'est très important, je le rappelle. Malgré tout, il y a une fonction performative du langage diplomatique qu'il faut rappeler. Donc, il faut dire les choses. Mais il y a des choses très concrètes. Lutter, par exemple, contre ce qu'on appelle la kleptocratie ou la corruption de ces régimes. Beaucoup de ces régimes, ça vaut non seulement pour la Russie, mais aussi pour la Chine, pour le Bélarus, pour la Syrie, pour un certain nombre d'États du Golfe, pour le Venezuela, etc., pour le Myanmar, ont des biens qui appartiennent à des cercles très proches du pouvoir, qui ont été acquis grâce à la corruption, réfugiés, c'est bien entre guillemets, chez nous. Alors, pas comme les réfugiés, mais sauf qu'ils sont placés dans des propriétés. Vous en avez beaucoup dans le sud de la France, vous avez des yachts, vous avez des comptes bancaires, parfois dans des paradis fiscaux ou parfois ailleurs. Eh bien, je pense que nous pouvons faire beaucoup pour saisir ces biens mal acquis, interdire à ces personnes de venir chez nous. Parce que finalement, ces personnes vont concevoir que leur lien avec le régime, et finalement, n'était pas une très bonne chose pour eux. Donc, nous avons des moyens concrets d'agir. Nous pouvons et nous devons aussi lutter contre la corruption. Vous avez un certain nombre de dirigeants politiques, de conseillers, d'hommes ou de femmes d'entreprise qui, parfois,
peuvent être pour les actions, en raison des actions de corruption, en raison des actions je dirais, d'intimidation, peuvent peser sur les récits de ces personnes. Et donc, vous pouvez avoir des gens qui vont pouvoir parler à tel dirigeant politique chez nous ou dans d'autres pays pour essayer de leur vendre un discours favorable à ces dictatures. Je pourrais vous donner certains exemples, bien sûr, j'hésite de prononcer ici des noms, mais je trouve que ça doit être tout à fait dit et que je crois que nous avons des actions communes sur le plan législatif à mener. Et c'est aussi à cela que sert une alliance entre les démocraties. Lutter ensemble contre les actions d'intimidation, de pénétration, de corruption qui visent finalement, in fine, à amollir la vigilance des opinions publiques. Je crois que ça fait partie, évidemment, d'une lutte commune. Et bien sûr, nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il y a d'abord aussi un principe irréfragable. Je parlais d'intervention en Syrie, nécessaire. Il y a quelque chose quand même qui est fondamental dans le droit international, qui est ce qu'on appelle, en abrégé, la R2P, R2P, responsabilité de protéger, parce que l'acronyme était d'abord en anglais. C'est-à-dire que quand vous avez une population entière qui est victime de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de bombardements, nous avons, oui, alors je sais que c'est plus très bien porté, pour des raisons qui sont liées aussi à des échecs, à des détournements d'actions passées en Irak, pour partie, je suis moins certain, mais enfin en Libye peut-être un tout petit peu, en tout cas sur la fin de la période d'intervention, que ceci est décrédibilisé. Mais je pense que nous devons intervenir. Il y a un devoir d'intervention. Et je crois que c'est très important de réactualiser véritablement cette notion. Nous devons aussi ne pas avoir peur de parler, j'en ai évoqué tout à l'heure, de parler de changement de régime. Donc ce sont des règles de justice, des règles de droit que nous devons en commun établir. Et je crois que nous devons aussi faire autre chose. C'est aussi bannir le narratif de la plupart de ces régimes, enfin le récit plutôt en français, le récit de ces régimes, qui veut qu'il y ait des zones d'influence. L'idée de zone d'influence est une idée, finalement, qui est totalement hostile à la liberté et aux droits fondamentaux des populations. Tout simplement parce que ça supposerait que la Chine, par exemple, puisse avoir un mot à dire sur un autre État, soyons clairs, indépendant, qui est Taïwan. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable qu'un État impose sa volonté à un autre État au prétexte qu'elle est dans sa zone d'influence? La même chose pour la Russie et le Bélarus et l'Ukraine. Je crois que nous devons aussi faire très attention à contrarier ce discours et à essayer d'éviter d'être toujours dans ce que j'avais appelé les règles de la géopolitique archaïque, c'est-à-dire sur cette notion d'intérêt, de permanence de la géographie, de l'histoire, etc. Faisons très attention parce que c'est souvent par les mots que finalement ces violations des droits des êtres humains fondamentaux sont en quelque sorte permises ou finalement acceptées avec une forme de fatalisme par les opinions. Et ce qui est très important, enfin, et je crois qu'en termes de recommandations, c'est essentiel, c'est que nous devons aussi éviter qu'il y ait un certain nombre d'autres pays qui tombent dans l'escarcelle de ces puissances criminelles. On le voit quand vous avez d'ailleurs d'autres États criminels, mais peut-être un peu moins, qui sont nos alliés traditionnels. Eh bien, est-ce que nous pouvons leur faire confiance? Est-ce que nous pouvons leur faire confiance? Je pense à certains pays du Moyen-Orient, je pense à l'Arabie saoudite, je pense même aux Émirats, je pense certainement à l'Égypte, où vous avez des violations massives des droits des êtres humains par le régime du président Sisi. Eh bien, est-ce que nous pouvons finalement accepter ce comportement de ceux que l'on dit être nos alliés au prétexte de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que véritablement, d'ailleurs, ces pays sont crédibles? Vous avez vu certains de ces États qui sont prêts à s'allier à nouveau alors qu'ils étaient partis d'une coalition
et qu'ils sont, pour des tas de raisons, en principe hostiles à ce régime, vouloir se réallier, reconnaître à nouveau le régime d'Assad. Des pays qui commencent à entrer dans ce cercle vicieux, finalement, sont des États qui, pour nous, sont fragiles, ce ne sont pas des alliés fiables, ce sont des pays versatiles. Je crois que c'est important d'en avoir aussi la pleine conscience. Donc, je crois que c'est un point sur lequel, d'ailleurs, l'Europe pourrait faire beaucoup plus. Que si elle parle, comme elle le fait aujourd'hui, d'autonomie stratégique, ça veut dire aussi qu'elle peut peser sur ces États. Mais elle doit le faire, évidemment, avec un pays, et je crois que nous avons, heureusement, avec la nouvelle administration Biden, ce n'est évidemment pas le cas avec Trump, nous avons une conjonction de planètes assez extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec les États-Unis, nous pouvons faire beaucoup pour essayer de remettre, si j'ose dire, un certain nombre de ces États dans le droit chemin. C'est finalement l'intérêt de leur peuple. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à cette contagion que ces régimes autoritaires peuvent effectivement avoir. Qu'elles peuvent avoir en raison de leurs actions criminelles. Il faut aussi rappeler tout ce qui s'est fait par les Émirats et l'Arabie saoudite au Yémen, et je pense qu'il faut le dire fermement que c'est inacceptable, ce sont des crimes de guerre. Et il faut les dénoncer de la même manière, sans faire ce qu'on appelle parfois du whataboutisme. Ce qu'on appelle whataboutisme, c'est dès que l'on dit « Ah oui, mais il y a en Syrie, mais ah oui, mais quand même les Américains ne sont pas bien comportés, et puis la France a eu quand même ce qu'elle a fait pendant la période coloniale, c'était pas… » Non, il faut juger chaque pays en fonction de ses spécificités propres, et il faut aussi reconnaître la gradation dans les crimes. Donc, évitons d'extirper, je dirais, de dire oui, vous avez mal agi, pour dire ah oui, mais on ne va pas condamner les autres. Non, je pense qu'il faut être totalement ferme sur ces principes. Regarder, ça fait partie de notre honneur, notre propre histoire en face, y compris les pages noires de notre histoire. Bien sûr, la période de la collaboration, bien sûr, la colonisation, bien sûr, ce que nous avons laissé faire au Rwanda, ce qu'a attesté la commission Duclerc récemment. Il n'y a eu peut-être pas de complicité, peut-être qu'un jour le tribunal le dira, mais en tout cas, il y a eu derrière des récits qui étaient des récits profondément ethnicistes et racistes, qui ont conduit, je dirais, des vieilles alliances à se concrétiser et à se maintenir au dépit des crimes contre l'humanité. Et il est vrai que nous n'avons pas bien agi et que nous avons une culpabilité. Pas que l'État français, non pas vous et moi, mais l'État français a une culpabilité dans ce génocide. Donc je pense que nous devons vraiment être assez clairs sur ces principes, être clairs aussi sur nos alliances, que nous devons agir en commun pour essayer d'étendre le spectre de la démocratie. Je n'ai pas apporté la carte avec moi, la carte de Freedom House, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais si vous voyez les zones noires qui s'étendent depuis une vingtaine d'années sur la planète en termes de recul de la démocratie, c'est malheureusement extrêmement impressionnant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, individuellement, comme citoyens? Mais je dirais tout simplement, quand vous assistez à de tels crimes, que vous en entendez parler sur les médias sociaux ou à la télévision, c'est assez rare malheureusement, ou dans les journaux, eh bien tout simplement en parler, le dire à vos amis, à votre famille, à vos voisins. Être toujours vigilant, en état d'alerte. C'est déjà ce que nous pouvons faire. Et évidemment, si vous le pouvez, interpeller également vos élus pour dire que ce n'est pas acceptable. Leur demander ce qu'elles ou ce qu'ils font eux-mêmes, pour certains au Parlement, pour lutter contre ces régimes. Quelle est leur position pour qu'ils parlent? Et dénoncer aussi celles et ceux, il y en a un certain nombre d'élus français qui ont pactisé avec ces régimes, qui sont allés voir le boucher de Damas, qui n'ont que des yeux de chimène pour M. Poutine ou M. Xi Jinping, qui se moquent des violations commises par la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Je pense que c'est précisément cette question d'alerte qui est fondamentale. Et je pense qu'individuellement, cela nous concerne. Et que plutôt que de se laisser prendre par cette distraction dont parlait Pascal, finalement cette futilité de la vie, peut-être de temps en temps
au-delà de la joie que nous devons aussi pouvoir célébrer, avoir ce regard un tout petit peu tourmenté et inquiet sur ce qui se passe dans le monde. Ce qu'on appelle en anglais restless mind, c'est-à-dire nous sommes des âmes intranquilles. Et je crois que nous devons, d'une certaine manière, nous tous, et ça dépend de chacun d'entre nous, avoir cette intranquillité. Et que c'est cette intranquillité qui peut-être nous permettra non pas certainement de sauver la planète, d'empêcher des crimes, non, mais peut-être de limiter un tout petit peu le désastre et éviter que chez nous, peut-être, un jour, il n'arrive aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai très heureux de répondre évidemment à toutes vos questions et vos remarques. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci Nicolas Tenzer pour cette intervention. Vous aviez quasiment un en main, me semble-t-il. Euh, plusieurs remarques, plusieurs questions. Plusieurs questions portent sur le rôle de l'Union européenne sur deux aspects, semble-t-il. Vous en avez parlé, un certain reflux de l'état de droit dans certains États, des questionnements aussi dans nos démocraties européennes. Les libertés sont-elles sacrifiées à la sécurité, fût-elle sanitaire? Et d'autres questions qui portent aussi sur les relations de l'Union européenne avec la Turquie. Est-ce qu'on ne joue pas avec le feu avec la Turquie, notamment sur un registre migratoire? Écoutez, merci beaucoup. Ce sont évidemment des excellentes questions. Alors, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses. En ce qui concerne les violations internes par des pays européens, des règles de droit fondamentales, des règles de l'état de droit, parfois des droits des êtres humains fondamentaux, même si ça n'a pas même l'étendue malgré tout de ce qui peut se passer en Chine, en Russie, en Azerbaïdjan, en Arabie Saoudite, etc. Bien sûr. Je pense qu'il faut être d'une fermeté absolument exemplaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons absolument pas laisser faire un certain nombre d'États qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en conformité parfaite avec la charte des droits fondamentaux à laquelle ils ont eux-mêmes souscrit. Ce n'est pas l'Europe qui leur impose quoi que ce soit, soyons clairs. Ce sont des engagements contractuels qu'ils ont pris en adhérant à l'Union européenne ou s'ils étaient déjà membres en signant cette charte des droits fondamentaux. Là-dessus, il faut être très clair. Et bien sûr, on pense à la Pologne en partie, avec une mainmise de plus en plus inquiétante sur la Cour constitutionnelle polonaise. On pense aussi, bien sûr, ça fait partie d'un grand débat qu'on peut évidemment avoir, que je ne refuserai pas, sur effectivement les limitations qui équivalent de fait à un bannissement total du droit à l'avortement. Ça vaut également pour une emprise assez forte sur un certain nombre de médias. Ça vaut sans doute encore plus pour la Hongrie. Je pense que la Hongrie est dans un état particulièrement grave en ce qui concerne ce non-respect des droits humains, encore plus évidemment que la Pologne, je crois. Là aussi, il faut être totalement clair. Mais ça vaut aussi pour d'autres États, parce que je parlais de corruption tout à l'heure. Quand vous voyez ce qui se passe à Malte, à Chypre, en Bulgarie, en Roumanie, la corruption est aussi un moyen de fait de chantage et de pression et évidemment d'entrisme en quelque sorte d'un certain nombre de régimes criminels, avec évidemment derrière des investissements économiques, des investissements financiers, l'achat d'un certain nombre de personnalités politiques, du lien avec le crime organisé. Je pense que vraiment une des priorités, j'en ai un peu parlé, pour l'Union européenne est vraiment de renforcer aussi, parce que ça passe très souvent par là, soyons clairs, toute sa législation anti-corruption. Sur la question liberté et sécurité, bien sûr, d'ailleurs, c'est un sujet assez français. Moi, je vais être parfaitement clair. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec les récents projets de loi sur la sécurité globale. Je pense que c'est potentiellement, effectivement, une menace assez fondamentale sur la liberté, sur la responsabilité des forces de l'ordre, que je défends complètement par ailleurs aussi, bien sûr,
ce n'est pas le sujet. Mais je pense que la France doit être totalement irréprochable. Alors, vous avez parfois M. Poutine aussi qui dit « Ah oui, mais vous voyez, en France, l'état des prisons. » Oui, sauf qu'on n'a pas de torture dans les prisons françaises et il y a de la torture dans les prisons russes. Bon. Mais je crois que nous pouvons, par exemple, sur l'état des prisons, sur l'accueil des prisonniers, nous devons évidemment être exemplaires. Nous devons évidemment mieux faire. Et je crois que nous avons vraiment nous devons faire vraiment très attention, précisément parce que nous sommes dans cette lutte, je crois, contre ces régimes qui pratiquent des violations massives des droits des êtres humains. Nous devons être parfaitement clairs aussi sur nos principes et nous devons être le plus irréprochables possible. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des risques. Mais encore une fois, faisons attention qu'au-delà des critiques que l'on peut et que l'on doit poser, de ne pas confondre, parce que ça, c'est un discours, je dirais, qui fait le jeu de ces régimes, qui fait le jeu aussi de l'extrême droite. Nous ne devons pas confondre la démocratie et la dictature. Moi, je m'étouffe quand j'entends des gens, par exemple, parler de dictature sanitaire en France. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il faut à un certain moment être sérieux et ne pas, je dirais, utiliser des mots qui n'ont pas de sens. Quand je vois quelqu'un qui parle des restrictions que nous connaissons avec la crise de la Covid-19 et qui compare ça au régime de Vichy, c'est absolument insensé et c'est même totalement choquant et scandaleux et ignoble. Je crois que là aussi, nous devons être tout à fait clairs. Aussi, faisons très attention aussi à la manière dont nous réglons ces questions, parce que nous devons être irréprochables et que nous devons en Europe effectivement condamner tous les agissements. Ne laissons pas la proie, ou plutôt, oui, une sorte de poids plutôt que la proie, mais ne soyons pas la proie, si, de ces régimes criminels qui visent à tout mélanger et qui pratiquent effectivement l'attaque contre les démocraties en voulant faire croire que ce sont en fait des dictatures. Non, ce n'est pas le cas et faisons là aussi très attention. Sur les relations de l'Union européenne avec la Turquie, je pense que c'est effectivement, nous sommes un peu prisonniers, tout simplement parce que nous avons, de manière très lâche, sous-traité une grande partie, et même l'essentiel, de la gestion des réfugiés syriens, essentiellement syriens, quelques autres pays aussi, à la Turquie. Parce que nous avons refusé de les accueillir chez nous, nous avons dit, oh là, la Turquie s'en charge. Et donc, vous avez un peu plus de 3 millions de réfugiés syriens qui, effectivement, sont aujourd'hui en Turquie. On leur a donné de l'argent, effectivement, pour qu'ils s'en occupent. C'est une forme de faiblesse. Et je crois qu'il faut faire vraiment très attention. Je rappelle aussi que la Turquie est toujours un État candidat. Alors, ça paraît très théorique, évidemment, aujourd'hui, mais elle est quand même candidate depuis 1963. On a réitéré la promesse, la perspective d'adhésion à la Turquie au Conseil de Copenhague en 1996. Nous sommes effectivement, je dirais, dans une situation extrêmement délicate parce que vous avez derrière à la fois, je dirais, un peu de naturalisme. Certains qui disent « Ah oui, on ne peut pas avoir la Turquie parce que c'est un pays musulman ». Je ne pense pas que cet argument soit recevable. Si on ne peut pas recevoir la Turquie, c'est parce que c'est aujourd'hui, c'était d'ailleurs hier, même avant Erdogan, c'est d'abord un régime dictatorial qui ne respecte en rien les règles de droit qui sont propres à l'Union européenne. C'est un régime où la corruption aussi est très forte et qui, évidemment, dans un certain nombre de cas, on l'a vu récemment dans le Haut-Karabakh, soutient effectivement des attaques contre un État. Je pense qu'il faut faire aussi très attention à ce discours. On ne doit pas avoir une hostilité de principe à la Turquie en tant que pays. D'ailleurs, je pense qu'il faut avoir une hostilité de principe envers aucun pays du monde, ni envers la Russie, ni envers la Chine, etc. Mais nous devons faire très attention de condamner toujours bien précisément le régime. Après, il se pose une vraie question. La Turquie est membre de l'OTAN. C'est un pays très important. Et c'est vrai que moi, le vrai sujet que j'ai, comment est-ce que l'on peut détourner la Turquie, et je pense que nos amis américains s'y emploient, probablement avec plus de succès que nous, Européens, essayer, je ne sais pas si c'est possible, je n'en sais rien avec Erdogan, à vrai dire, essayer de détourner la Turquie du mauvais chemin qu'elle a pris depuis quelques années, soit tant sur le plan interne, hein, avec les violations massives des droits des êtres humains, l'emprisonnement massif des journalistes, l'interdiction de partis, les massacres qui ont été faits contre une partie de la population kurde, etc. Bon. Et puis, cette espèce de fausse alliance avec la Russie. Fausse alliance parce qu'elle leur rachète des SS-400, bien sûr,
mais en même temps, elle est plutôt un peu contre, je dirais, les menées de la Russie en Syrie. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez frappant de voir qu'il y a un nouveau différend, et je pense que c'est un peu dû aux pressions à droite des États-Unis, entre la Turquie et la Russie, parce que la Turquie soutient l'Ukraine, de fait, contre les menées belliqueuses de Moscou. Voilà, c'est une série de réflexions. Je pense que la situation n'est pas stabilisée. Je ne sais pas du tout comment la Turquie va pouvoir évoluer. Je pense que nous avons en tout cas intérêt, vraiment intérêt, à essayer de la remettre du côté, de notre côté, dans cette guerre de principe mondial. Alors, Nicolas Tenzer, vous appeliez il y a, à l'instant à une intervention que vous jugez indispensable en Syrie. Quel contour ou quelle modalité imaginez-vous à cette intervention? Car on se souvient de l'intervention notamment menée par la France en Libye, avec un regard tout de même très mesuré, me semble-t-il aujourd'hui, consistant à dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est allé faire en Libye? Et à se demander si on n'a pas finalement déstabilisé encore plus une région et instauré un état de violence qui est peut-être aujourd'hui pire que celui qu'on a voulu combattre. Alors, peut-être fais-je complètement erreur d'ailleurs dans mes considérations, mais enfin, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on ne va pas finalement casser encore plus le magasin de porcelaine? Alors, bien sûr, c'est une vraie question. Alors, moi, je suis un peu moins négatif, malgré tout, sur la Libye. Non pas que la situation soit brillante et non catastrophique aujourd'hui, elle l'est de manière évidente, mais je pense en tout cas que la première partie de l'intervention en Libye en 2011, quand il s'était agi d'éviter un bain de sang totalement annoncé à Benghazi, était une intervention nécessaire. Est-ce que par la suite, il fallait continuer et véritablement pousser effectivement de fait à la disparition, sinon physique, mais en tout cas la disparition du régime du colonel Kadhafi? Là, la question peut véritablement se poser. Je pense ensuite qu'il faut aussi arrêter de voir, je dirais, d'avoir aussi des illusions. Est-ce que l'on peut véritablement défendre des régimes comme ceux de Kadhafi, qui était un régime qui commettait des crimes contre l'humanité de manière massive, ou d'ailleurs celui de Saddam Hussein? Et je ne justifie absolument pas l'intervention américaine, vous savez, qui avait eu lieu en 2003, je dirais, en Irak, qui a été d'ailleurs, par ses conséquences, et parce que précisément personne n'avait cherché à voir quelles pouvaient être ses conséquences, une catastrophe absolument majeure. Mais malgré tout, quand on regarde ce que faisait Saddam Hussein, on peut dire avec un assassinat et un gazage de la population kurde, quand même plus de 90 000 morts, c'était quand même pas détendre. Bon. Ceci étant dit, on va revenir longtemps sur effectivement ces précédents, si vous voulez, en Irak et en Libye. La question de la Syrie se pose, à mon avis, différemment. D'abord parce que chaque cas est spécifique. Et je pense que les comparaisons des situations, effectivement, n'ont rien à voir. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, bien sûr, les conditions d'intervention sont beaucoup plus difficiles. Il faut bien en mesurer la portée. Aujourd'hui, il y a finalement deux choses. Alors, des choses qui auraient dû être faites déjà dès 2013, hein, et tous les plans étaient prêts, et François Hollande, à l'époque président, était prêt à intervenir. C'était Obama, il faut se rappeler, qui a lâché après les attaques chimiques pardon, contre la Ghouta. Hollande était prêt à intervenir, les plans militaires étaient prêts. Il s'agissait d'abord d'imposer ce qu'on appelle une zone de non-survol, c'est-à-dire d'éviter que les avions ou les hélicoptères du régime, en 2013, je rappelle, les Russes n'étaient pas encore là, ils le sont depuis l'automne 2015, évitent effectivement de décoller pour éviter ces bombardements, soit d'ailleurs chimiques, soit par le biais, je dirais, de ce qu'on appelle les barils de bombes, qui tombaient de manière massive sur les populations civiles, faisant des victimes de manière massive et indiscriminée, avec d'ailleurs, en termes de frappe, une prédilection sur les écoles, sur les hôpitaux et sur les marchés. Hein, ce n'est pas complètement au hasard.
Là, il s'agit toujours effectivement de cela. C'est-à-dire qu'on a encore, alors c'est beaucoup moins fort évidemment que dans les années précédentes, mais vous avez toujours encore aujourd'hui, notamment sur la région d'Idlib, des attaques russes ou syriennes qui tuent des civils. Donc, il va empêcher les avions de décoller. Zone de non-survol. Je crois que ça, c'est la première chose. Alors, certains disent, oh là là, mais vous risquez une troisième guerre mondiale, etc. D'abord, quels sont les éléments? Ça, c'est le discours effectivement de propagande, notamment des Russes, qui disent, oh là là, si vous nous attaquez, on va faire un malheur. Il ne s'agit pas d'attaquer, il s'agit de protéger. C'est la R2P, la responsabilité de protéger, dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, il y a une autre action très claire. Les Russes, avec le régime Assad, empêchent l'accès à des populations, plus de 2,5 millions de personnes, réfugiées dans la zone d'Idlib, beaucoup s'entassent dans des camps, et ils empêchent que l'aide humanitaire, les médicaments, la nourriture arrivent. Tout simplement parce qu'ils veulent tuer ces gens. Ils veulent faire qu'il y ait le plus de souffrance possible. Et là aussi, organisons des opérations sous protection militaire pour aider ces personnes. Je crois que déjà, si on arrivait à faire concrètement ces deux actions, il ne s'agit pas d'aller bombarder, je dirais, tous les régiments du régime Assad ou les régiments russes ou iraniens qui sont dans la région. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, soyons clairs. Mais nous avons tout simplement une responsabilité. Et je pense qu'à un certain moment, nous devons prendre des risques calculés pour ce type d'intervention. Et honnêtement, quand on voit la puissance je dirais, de l'armée américaine et même en grande partie en allié de l'armée française ou des Britanniques, eh bien, nous pouvons faire quelque chose, nous devons faire quelque chose. Il s'agit de sauver les gens. De même qu'à Benghazi, il s'agissait de sauver les gens. Après, il y a une deuxième phase à Benghazi. Après Benghazi, il s'agissait effectivement de mettre dehors le régime horrible de Kadhafi. Ce sont deux choses différentes. Et puis, troisièmement, alors après, je pourrais évoquer évidemment longtemps un plan pour la Syrie. Je pense que nous devons un peu pousser l'opposition, et je pense que l'opposition, malheureusement, syrienne, je leur dis d'ailleurs directement quand je fais des conférences devant mes amis syriens, que l'opposition syrienne n'est certainement pas à la hauteur de la situation. Nous devons aider cette opposition à s'unir et à offrir une transition, une perspective de transition crédible au régime Assad. Tant qu'Assad sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix possible. Tant qu'il n'y aura pas de justice internationale, il n'y aura pas de paix possible. Là-dessus, il faut être parfaitement clair. Donc, nous devons pousser à cette transition. Et je pense que déjà, si nous parvenons à empêcher le régime Assad et la Russie et l'Iran de nuire, nous aurons fait beaucoup. Je ne vous entends pas, en revanche, dans cette situation syrienne, parler de Daesh. Le Daesh est-il l'opposition syrienne ou y a-t-il un tiers parti, en quelque sorte, sur lequel s'appuyer? Est-ce que c'est binaire, c'est ternaire? Enfin, cet Orient si compliqué, comment le lire et sur qui s'appuyer? Alors, premièrement, Daesh n'est pas dans l'opposition. Daesh est un organisme mafieux et criminel, d'ailleurs qu'Assad n'a jamais véritablement combattu, que la Russie n'a jamais combattu. C'est ce qu'a reconnu d'ailleurs Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense. Vous avez eu moins de 10% des frappes russes qui ont visé Daesh. Vous savez aussi que c'est Assad qui a libéré volontairement pour créer l'impression fausse de moi ou le chaos d'un certain nombre de militants de Daesh. Des prisonniers qui étaient dans les prisons, enfin, un certain nombre, plus d'un millier. Et donc, il n'a jamais véritablement combattu, encore une fois, l'État islamique. Je rappellerai aussi que quand on regarde, alors ce n'est pas une justification, c'est une comptabilité évidemment macabre, mais quand on regarde le nombre de crimes commis, je dirais, en Syrie, ce qui n'excuse en rien, bien sûr, les atrocités et les crimes contre l'humanité de Daesh et le fait qu'il faut détruire Daesh, je veux dire, Assad, ça représente à peu près 92%. Ensuite, si l'on prend le nombre de civils qui ont été tués par les forces de Poutine, et notamment d'enfants, c'est nettement supérieur à Daesh, aux victimes de Daesh. Il ne faut quand même jamais oublier les faits. Les faits comptent. Alors, bien sûr, encore une fois, il faut détruire Daesh. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas d'avoir la même complaisance.
la moindre complaisance. Mais vous voyez qu'il y a de fait une complicité entre le régime d'Assad et Daesh. Maintenant, si on prend l'opposition, vous avez effectivement une opposition très divisée. Vous avez une petite opposition communiste, vous avez des démocrates libéraux, vous avez des islamistes modérés. Hein, c'est pas du tout, encore une fois, justement, ça n'a rien à voir avec Daesh. Vous avez différents groupes, effectivement, certains laïcs, d'autres religieux, oui, il faut le reconnaître, avec lesquels on n'est pas nécessairement, et moi certainement pas, je dirais parfaitement à l'aise, qui font effectivement partie de cette opposition. Mais dépeindre l'opposition, d'abord comme vous à Daesh, ça n'a strictement aucun sens. Daesh n'a rien à voir avec l'opposition syrienne. Dire qu'elle est essentiellement islamiste n'a également aucun sens, même s'il y a quelques groupes islamistes. Et puis, il y a certains groupes qu'il faut totalement exclure, bien sûr, non seulement Daesh, mais aussi un autre groupe qui s'appelle HTS, qui provoque la terreur dans la région d'Idlib, contrôle effectivement, et qu'il n'est pas question de reconnaître, bien sûr, comme faisant partie de l'opposition syrienne. Donc, je pense qu'on a besoin vraiment de créer les conditions de cette coalition. Vous avez énormément de personnes, j'en connais malheureusement beaucoup, qui ont dû se réfugier, qui sont ici en France, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, etc., qui forment en quelque sorte le visage de l'avenir. Ce sont des gens extraordinairement compétents. Ce sont des gens éduqués, ce sont des gens qui, effectivement, sont aussi d'une générosité absolument incroyable. Vous avez ces casques blancs qui sont absolument merveilleux, qui ont vraiment sauvé la vie, pour lequel je plaidais d'ailleurs pour qu'on leur attribuât jadis le prix Nobel, je le ferai volontiers d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais vous avez tous ces gens-là, d'ailleurs c'était frappant de voir quand vous voyez d'ailleurs les réactions du patronat allemand à propos des réfugiés syriens, qui finalement a loué Mme Merkel d'avoir fait ce choix, parce que ce sont des gens extrêmement travailleurs, éduqués, compétents. Donc je veux dire, vous avez aujourd'hui une solution de rechange à la dictature criminelle d'Assad. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette perception. Malheureusement, effectivement, beaucoup ne sont pas dans la politique. Beaucoup sont effectivement, cette opposition est divisée, comme je l'ai dit. Vous avez un certain nombre de vieux caciques, malheureusement, dans cette opposition, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou laïcs, peu importe, qui effectivement tiennent le haut du pavé, monopolisent. Et je pense que nous n'avons pas fait suffisamment pression aussi sur cette opposition. Quand je dis nous, c'est l'Union européenne, dont la France, les États-Unis, pour effectivement la renforcer et la solidifier. Si on se transporte à quelques centaines de kilomètres de là, l'Afghanistan, Joe Biden a annoncé le retrait. Alors, je dois vous avouer mon inculture en la matière, parce que j'ai l'impression que chaque président américain annonce le retrait des troupes d'Afghanistan, et je croyais que c'était déjà fait. Bon, tel n'est sans doute pas le cas. Quel est votre regard là-dessus? Parce que on se demande quand même si le retrait des troupes ne va pas avoir comme conséquence encore un amoindrissement du fragile pouvoir politique afghan, et finalement un retour enfin des formes de l'islamisme politique là-bas. Est-ce que c'est véritablement sérieux, ou est-ce que quand on est intervenu finalement de cette manière-là dans une zone de conflit comme celle-là, on doit y rester, quoi? C'est un sujet, je pense, effectivement ultra compliqué. Alors, je ne suis pas spécialiste absolu de l'Afghanistan, hein. Là-dessus, il y a de meilleurs spécialistes que moi, je pense qu'il faut le reconnaître, mais quand même, je suis un tout petit peu ce dossier. Ce que je vois d'abord, c'est ce que vous avez évoqué à la fin très justement. C'est que premièrement, quand on est dans un pays, c'est très très difficile de le quitter. Ou le fait de quitter un pays a un coût considérable. Vous savez, d'une certaine manière, mutatis mutandis, la situation pourrait se poser pour la France au Mali. Je dirais pas tout à fait, parce que chaque pays est différent, mais dans des termes qui, pour partie, seraient similaires. Si nous décidons un jour, nous disons, mais nous en avons assez, l'opinion publique d'ailleurs ne le supporte pas, de voir le cercueil de nos enfants rentrer voilà, en France, et avec ces cérémonies absolument poignantes chaque fois dans la cour des Invalides, où on voit le président devant les cercueils poser sa légion d'honneur, faire un discours, les familles, enfin, c'est quelque chose de terrible, mais en des proportions bien, bien, bien supérieures, même si nous avons eu aussi quand même des dizaines de victimes en Afghanistan, nous-mêmes, nous Français.
mais c'est encore de manière bien supérieure ce que vivent les Américains. Et je pense que pour un président américain, il y a une responsabilité. Vous savez, décider, c'est toujours d'une certaine manière faire des choix de vie ou de mort. Il ne faut jamais l'oublier. Pour un président américain, c'est quoi? C'est de dire finalement, est-ce que finalement je vais épargner aussi la vie de nos enfants? Ça, c'est moi, je pense que la première question que doit se poser un chef d'État. Si j'étais moi-même chef d'État, je dois dire que c'est une question extraordinairement angoissante. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a quand même cette première question. Parce que sinon, effectivement, quand nous sommes là, on a une tentation, tant que la situation n'est pas maîtrisée, de rester. Deuxièmement, est-ce qu'il y a véritablement une solution? C'est-à-dire, est-ce que la présence américaine a conduit à un reflux massif des talibans? Et vous avez parlé très justement de fragilité du régime afghan, enfin, du gouvernement afghan. Évidemment, le gouvernement est toujours aussi fragile. Est-ce que cette intervention américaine, cette présence américaine sert? Alors on va dire oui, un peu, parce qu'elle limite malgré tout l'action des talibans. Mais est-ce que c'est suffisant? Troisièmement, la crainte. Oui, moi j'ai cette crainte aussi. Quand j'ai vu cette annonce, d'abord, à vrai dire, en termes d'analyse, j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à l'accepter. Je pense que c'est une erreur, mais je comprends encore une fois, pour les raisons que j'ai dites, le président Biden. Euh, Ce que je crains effectivement, c'est une évolution et une emprise totale des talibans sur le pays, avec ce que ça signifie, la domination d'un islam, pas seulement d'un islam politique, mais j'ai envie de dire quand même d'un islam criminel d'abord, d'un islam criminel sur le pays, d'un retour, je dirais, en arrière massif pour les droits du peuple afghan, pour les droits des femmes afghanes. Et puis aussi, quand même, une base terroriste qui peut être utilisée, et qui l'est déjà d'ailleurs de fait, hein, parce qu'il y a quand même déjà des zones complètement dans les mains des talibans pour des actions dans d'autres pays. Donc je pense que c'est une décision vraiment compliquée. Je ne suis pas totalement à l'aise avec celle-ci, oui. Enfin, cher Nicolas Tenzer, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit d'entrée de jeu dans votre intervention. Si les droits humains sont les droits des êtres humains, que faut-il alors penser des propositions tout à fait contemporaines aujourd'hui d'attribuer une forme de droit, finalement, de faire de ce que l'on appelait encore il n'y a pas longtemps, et toujours d'ailleurs dans les facultés de droit, à des choses inanimées, voire à des animaux, voire à des rivières, voire à des éléments de patrimoine, un certain nombre de pour qu'ils puissent dans une certaine mesure se défendre des atteintes que nous leur porterions. On pense à l'inscription dans la loi climat du crime d'écocide, par exemple, alors qui ne va pas jusqu'à reconnaître cette personnalité juridique, me semble-t-il, mais on sent bien une extension de la catégorie. Est-ce que finalement, ce que vous avez appelé les droits des êtres humains, est-ce que au fond, il n'y a que les êtres humains? Alors, en termes de droit, ma réponse est clairement oui. Je pense que pour être titulaire de droit, il faut avoir une conscience, une forme de liberté, une forme de projection dans l'avenir et être capable aussi de se défendre soi-même contre ces atteintes, effectivement, même si on peut reconnaître que les enfants, de fait, ont quand même du mal à se défendre. Mais ce seront un jour, s'ils ne sont pas assassinés, des adultes qui auront cette capacité, qui auront cette pensée et cette autonomie. Donc je me méfie beaucoup, effectivement, de cette espèce de fiction qui consiste à prêter des droits à des choses en particulier qui n'ont pas, effectivement, cette forme de conscience. Hein. Il y avait un livre, je me rappelle, du regretté Michel Serres, à titre personnel, j'aimais beaucoup, même si j'étais très souvent en désaccord avec ce qu'il disait, qui s'appelait Le contrat naturel. Et dans Le contrat naturel, Michel Serres, effectivement, disait qu'il fallait contracter avec la nature. Pour moi, c'est une forme d'aberration philosophique. C'est probablement d'ailleurs aussi une aberration juridique, et je crois qu'on n'aura pas un seul juriste sérieux qui défendra cette idée. Mais ça n'empêche pas que nous ayons, nous, une responsabilité de protéger, bien sûr, de protéger les espèces menacées d'animaux, que nous devions protéger les animaux aussi en général contre les violences
brutales qui peuvent leur être commises, que nous ayons à protéger la nature, que ce soit les terres, les fleuves ou l'air. Oui, nous devons les protéger. Mais c'est notre responsabilité d'homme, et je pense que nous n'avons pas à recourir à une forme de fiction, effectivement, pour ce faire. Voilà ce que je dirais sur le plan des principes. Et je pense que l'un des effets pervers, certainement non voulus, par ceux ou celles qui défendent cette idée, c'est de banaliser d'une certaine manière les êtres humains eux-mêmes. C'est de dire, d'ailleurs on le voit, c'est certaines formes d'écologie radicale, hein, parfois, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu, de mettre en quelque sorte en équivalence les êtres humains et les choses. Pour moi, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence entre les uns et les autres. Et je pense que ceci risque d'entraîner une forme de confusion dans les esprits qui finalement serait préjudiciable à ces droits eux-mêmes. Euh, euh, vous évoquez, enfin, vous parlez, Nicolas Tenzer, des droits humains, mais je me référais là à un article que vous avez publié avec mon camarade Fabien Chevalier, le président de Sauvons l'Europe, dans Le Monde récemment. Et dans le titre, alors c'est peut-être la rédaction d'ailleurs qui a conféré ce titre, vous ne parlez pas de droits humains, mais de dignité humaine. Quelle différence faites-vous? Quand est-ce qu'on parle de dignité humaine, de droits humains? Quels sont les rapports? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il est évident que si les droits des êtres humains ne sont pas respectés, il n'y a pas de dignité. Et c'est la dignité, effectivement, qui forme en quelque sorte le substrat fondamental de ces droits. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. La dignité va évidemment beaucoup plus loin que la notion de droit des êtres humains. Même encore une fois, s'il n'y a pas de droit des êtres humains, il n'y a pas de dignité non plus. Parce que c'est aussi la dignité, et là il faut parler des droits, je n'ai pas fait la distinction au début, je ne voulais pas faire un exposé de philosophie, hein, des droits de ce qu'on appelle du droit de la génération zéro, je développe ça dans un de mes bouquins de philosophie politique, génération zéro, premier degré, deuxième degré, troisième degré des droits de l'homme. Mais je pense que dans la dignité, il y a aussi, bien sûr, les relations interpersonnelles. Le fait de regarder l'autre, toute autre personne, comme étant quelqu'un de digne, de la traiter, cette personne, de manière digne, respectueuse, quelle que soit sa condition. Même le vagabond, bien sûr, je dirais l'immigré, bien sûr le réfugié, et même le prisonnier, de traiter ces personnes avec dignité. Il y avait un philosophe qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, il n'est pas mort je crois, Amichai Margalit, qui a écrit un livre tout à fait intéressant, je ne partage pas toutes ses idées par ailleurs, mais peu importe, qui s'appelle La société décente, The Decent Society, et qui dit finalement ce qui est important, c'est de traiter les autres personnes, et lui d'ailleurs il travaillait comme Israélien d'ailleurs aussi sur la question des Palestiniens, traiter les autres personnes avec décence. Et dans la décence, bien sûr, il y a aussi le fait de vivre dignement, de pouvoir se loger, c'est pour ça que je parlais de droits économiques et sociaux, de pouvoir travailler, le fait également d'avoir, je dirais, suffisamment pour se loger, pour se vêtir. Je pense que cette question de la décence et du respect est fondamentale, mais même d'ailleurs prendre un exemple, tout simplement, je dirais, dans nos usages des réseaux sociaux. Ne pas insulter l'autre personne, ne pas calomnier, ne pas caricaturer les propos de l'autre personne, essayer de discuter, même de manière vive, hein, parfois parce qu'on n'est pas d'accord, on a des oppositions frontales, bien de traiter l'autre avec une forme de respect. Alors, peut-être pas dans ces cas, effectivement, de criminels contre l'humanité, bien sûr, hein, il y a quand même quelques limites, mais je dirais qu'il y a probablement dans nos attitudes quotidiennes, je dirais, une forme d'attitude qui consiste à considérer l'autre personne comme quelqu'un de digne.
Mais aussi, alors là, pour le coup, je reprendrai votre question de tout à l'heure, mais même la question de la nature, de notre environnement, ne pas salir l'environnement, ne pas taguer les murs d'une ville, euh, ça fait partie aussi du respect que l'on a vis-à-vis de soi-même. Et je pense qu'il y a la dignité dans notre attitude vis-à-vis des autres, mais il y a aussi la dignité dans la considération que nous pouvons avoir pour nous-mêmes, pour soi, dans notre comportement quotidien. Cela fait partie aussi de la dignité. Bien, et il me reste, Nicolas Tenzer, à vous remercier pour ce moment passé ensemble, alors à distance, mais j'espère que on aura bientôt la chance de vous accueillir en vrai, cette fois, dans notre belle abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, que je crois vous ne connaissez pas encore. Pas encore, mais écoutez, merci déjà pour votre invitation future. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais je l'espère. Certain, En tout cas, et nous vraiment, merci encore pour cette invitation à parler, à dialoguer. Merci à toutes et à tous qui m'avaient écouté. C'était peut-être un peu long, parfois peut-être un peu ardu, un peu dérangeant, je ne sais, mais en tout cas, vraiment un très grand merci pour votre attention à toutes et à tous. Alors, je crois à lire l'expression sur le chat, comme on dit, dans le bouton discussion. Je crois que ce n'était ni ardu, ni trop long, mais tout à fait approfondi, intéressant. Et ça rejoint beaucoup, certainement, des préoccupations du public de l'abbaye et nourrit aussi les engagements des uns et des autres, car il se trouve que l'abbaye est fréquentée par des gens également très engagés. Et ça nous fait évidemment toujours plaisir. Et je pense que les uns et les autres viennent trouver à l'abbaye une forme de ressourcement et de légitimation de ces engagements citoyens. Comme vous l'avez dit, ça commence, le respect de la dignité, la défense des droits de l'homme, ça commence à notre porte finalement, ou peut-être même dans le tréfonds d'une spiritualité, d'une intériorité. En tout cas, ça peut en faire partie. À nouveau, merci Nicolas Tenzer, et je l'espère à bientôt, et merci à la presque centaine de participants ce soir. Et je ne peux qu'inviter à regarder la suite de notre programmation, et à bientôt à l'abbaye. Au revoir. Merci encore, merci et au revoir.